Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocam 21 Web TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, la crise actuelle qui se déroule sur le territoire ukrainien. Pour en parler, notre spécialiste consultant, M. Etoga, spécialiste en communication corporate et marketing. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité une fois de plus sur cette chaîne qui doit être citée maintenant dans la sphère médiatique. Monsieur Poutine considère l'Ukraine comme un territoire historique russe. Est-ce que c'est une considération légitime? Oui, si on se projette dans un regard historique, on peut voir que Kiev est le berceau de ce qu'a été l'ancienne République soviétique. Et donc, sur ce plan-là, et avec le discours qu'il a tenu récemment, annonçant les grandes lignes de son intervention, il a fait un rappel historique qui montre que ce n'est que la matrice pensante, la tête pensante de Lénine qui a imaginé ce territoire. Et en cela, il est fondé à dire que Kiev, ce n'est qu'une différence d'un point de vue territorial, mais en soi c'est un même peuple, une même culture. En 2014, M. Poutine a annexé la Crimée. Est-ce que l'on peut dire que c'était le début d'une vaste opération géopolitique? Il serait pour moi un peu saugrenu de répondre par l'affirmative, parce que je suis un peu dubitatif quant à l'utilisation du concept annexion. Est-ce qu'il faut voir l'annexion de la Crimée par la Russie comme le début de cette vaste opération qui se déroule actuellement? J'ai envie de dire non, puisque l'annexion en soi n'est pas la volonté de la Russie. Et si ce n'est pas la volonté de la Russie, en soi il n'y a pas d'annexion. C'est tout simplement la volonté des peuples de la Crimée qui ont voulu une certaine autonomie. Et dans cette autonomie, après un vote qui a eu lieu, ils se sont rattachés maintenant à la Fédération de Russie. C'est là que Et il y a d'abord un quiproquo qui est né par rapport à cette situation. Il y a les élections, la révolution de la dignité, qui a vu une certaine protestation au niveau de la Russie avec les têtes de proue qui ont mené cette révolution-là pour amener l'installation. Tout ça, c'est avec l'implémentation en sourdine de la communauté internationale. Et ces ONG telles que le président Poutine a énoncé dans son fameux discours d'1 heure. Et ils ont voulu implémenter, installer la démocratie comme si c'était les distributeurs de monnaie, des cash des distributeurs d'argent qu'on a ici pour retirer du cash. Et donc ils ont voulu, ces occidentaux, ils ont voulu implémenter la démocratie en Crimée. Mais avant ça, il y a aussi le côté dubitatif des dirigeants ukrainiens à soit intégrer l'Union européenne, soit ne pas intégrer. Il y a Yanukovych qui était président d'alors, qui avait en 2012 douté, il y avait un comportement un peu dubitatif quant à sa volonté, suite à un accord qu'il devait signer, parapher, pour son intégration dans la République, dans la communauté européenne. Mais en 2012, il signe ce document-là. Poutine, pas Poutine, j'ai envie de dire la Russie, ou le Kremlin se sent un peu offusqué quant à cette volonté d'intégrer de l'Ukraine à intégrer l'Union européenne, se sent frustré. Il mène alors maintenant un lobbying fort au niveau de ce président qui a encore un peu un sentiment
bonnes relations avec la Russie. Et la Russie gagne par là, à travers ce lobbying-là, il gagne un certain assentiment face à ce comportement un peu qu'ils ont considéré comme étant néfaste pour la paix et la stabilité dans la région. Et donc, le président se rétracte dans cet accord-là, et c'est de là que naît la protestation qui commence à la place de l'indépendance en Russie, en Ukraine. Et face à cela, donc, quand il y a eu cette révolution, pas la révolution, là on parle encore de protestation, les populations sont rentrées dans la rue parce qu'ils réclamaient un changement de régime qu'ils estimaient corrompu. Ils estimaient que le changement de régime doit venir balayer d'un revers de la main l'animosité ou alors le côté individualiste des élites dirigeantes et ramener alors une certaine démocratie. C'est là que l'Occident rentre en jeu, parce qu'ils sont les marchands de la démocratie, ce sont des véritables marchands de la démocratie, c'est leur fonds de commerce. Et donc avec les ONG qu'ils ont mis en place pour permettre à ce que la population ait cette garantie quant à ce qui se retrouve à vivre dans une atmosphère dite démocratique. C'est comme ça que la révolution naît. On parle de protestation qui s'étale sur des mois pour la révolution du Maïdan, où ils ont identifié cela comme la révolution de la dignité. Mais tout part du désaccord entre le président face à cet accord ou pas qu'il veut intégrer l'Union européenne. M. Zelensky a été élu en 2019. Lors de sa campagne électorale, il a promis de mettre fin au conflit et de récupérer la Crimée. Lorsque M. Zelensky et M. Poutine se parlaient, pourquoi il n'y a pas eu une diplomatie soft? En novembre 2019, Macron et Mme Merkel ont annoncé un sommet entre l'Ukraine et la Russie, qui a effectivement eu lieu le 9 décembre à Paris. Le sommet a produit un statu quo. Est-ce que ce sommet a changé la dynamique entre les partis et permis à M. Zelensky de prendre confiance? Je dirais d'emblée que oui, ce sommet a permis de rassembler les différentes parties autour d'une table. C'est en cela que ce sommet est une réussite. Mais j'aurais une analyse un peu critique quant au fait que Zelensky a pris du zèle en allant à ce sommet. Quand vous analysez les images de ce sommet, vous vous rendez compte que ce n'est qu'une rencontre, une fois de plus, juste pour animer la galerie au niveau international, parce qu'il n'y a rien de sérieux, entre guillemets, qui se débat à l'intérieur. Parce que analyser le faciès de Poutine à ce sommet, il n'est pas en bon thème avec ses vis-à-vis. Vous voyez les drapeaux qui sont mis dans le décor. Il y a logiquement le drapeau de l'Union européenne. Vous avez la volonté de Zelensky à intégrer l'Union européenne, une volonté forte d'ailleurs qui est combattue de façon véhémente par le président de la Russie. Et vous avez la présidente d'alors, Mme Merkel, Angela Merkel. Mais ce sommet sommet de Normandie, ils ont appelé, format de Normandie qu'ils ont appelé, n'a que produit quelque chose pour donner matière à travail au niveau médiatique. Mais en soi, ce n'est pas ce sommet qui a donné une certaine volonté manifeste des acteurs à se retrouver sur une table de discussion. Si vous voyez, est-ce qu'il faudrait même que l'Ukraine ou alors la Russie se retrouve avec un médiateur pour se parler, puisque c'est un même peuple, on a dit au départ. Mais en cela, vous voyez une action forte de la communauté internationale à intégrer les problèmes qui ne sont pas les siens, pour donner maintenant son aura au niveau international, comme quoi elle est le garante de la diplomatie internationale, telle que la France a voulu montrer à ce sommet-là. Et
face à cela, vous avez un Poutine qui est resté calme dans ses voies de négociation, qui a toujours donné sa volonté de dialoguer avec son vis-à-vis ukrainien pour qu'il résolve facilement ce conflit qui a pris une autre ampleur en 2014. Mais il y a aussi un autre fait important qu'il faille mettre en lumière ici, c'est par exemple la volonté du président ukrainien à intégrer simplement la communauté internationale, et de ramener son pays dans la communauté internationale. J'espère qu'on parlera de fond en comble les implications de cette volonté-là dans les jeux des acteurs, ou bien alors la méfiance que certains acteurs peuvent avoir face à cette position du président ukrainien. L'Ukraine est un pays divisé, à l'est des pro-russes, à l'ouest des pro-ukrainiens, au centre des identités cosmopolitaines. Est-ce que cette situation ne fragilise pas la paix en Ukraine? Médiatiquement parlant, oui, mais en soi, culturellement, non. Parce que la Crimée, c'est pas la Crimée, j'ai envie de dire. L'Ukraine, si, sur ma précédente réponse à la question qui me fut posée, si historiquement l'Ukraine et la Russie, ils sont de bonnes sœurs, ben, on peut dire que la Russie est mère de l'Ukraine. Et là, si on répond comme ça, on se dit, ben non, il n'y a pas lieu d'avoir des problèmes qui nous mènent à la guerre, ou alors à un conflit qui mène des acteurs à ne plus tenir un discours qui est conciliant entre l'un et l'autre. Mais non, mais ici, vous voyez la volonté de l'Ukraine à se départir de la Russie et à couper les ponts quant à ce qu'il y a une certaine négation même de leur origine, de leur histoire, de leur historicité qui, ma foi, est néfaste pour la bonne cohésion entre les peuples, puisqu'ils sont d'abord très proches l'un et l'autre, donc il faut qu'ils vivent en communion. Et donc le substantif pro, ici, à mon avis, n'est que là pour montrer ici les camps qui s'opposent dans une communauté. Vous avez, par exemple, et ça montre aussi la logique même qui intègre les différents acteurs qui ont choisi leur camp en fonction d'être pro-russe ou pro-ukrainien à l'intérieur d'un territoire qui se veut cosmopolite. Et quand on parle du cosmopolitisme, on voit ici la cohésion de plusieurs cultures dans la recherche d'une certaine harmonie. Mais ici, vous avez le débat médiatique qui tend à vouloir montrer que la communauté en soi, elle est sur base d'une certaine idéologie, elle est pro-russe, et sur base d'une certaine idéologie, elle est pro-ukrainienne. Et maintenant, vous allez intégrer l'élément qui permet de montrer cela, c'est la communauté internationale. On est pro-ukrainien parce qu'on adopte une certaine logique que la communauté internationale voudrait imposer à certains peuples, dont l'installation de la démocratie. Et on est pro-russe parce qu'on veut garder une certaine culture, une certaine orthodoxie, j'ai envie de dire, dans sa manière d'être, sa manière d'agir, qui cadre avec l'identité même que le peuple ou bien la société s'est forgée dans le temps. Et donc, ici, pro, pour moi, ce n'est qu'un discours médiatique qui tend à diviser les peuples. Le contexte mondial a changé. La Russie, marginalisée hier, aujourd'hui, est dans cette course où les intérêts économiques sont devenus très importants. Est-ce que la Russie fera-t-elle partie de ce nouvel ordre mondial économique? Je ne sais pas si la Russie était en dehors du monde, de l'actualité mondiale, je ne sais pas. Mais si on se réfère au discours du président Poutine, on va dire que oui, votre question a du sens si vous la posez ainsi. Parce qu'ici, il met trois éléments qui, à mon sens, ont été fondateurs de cette intervention. C'est d'abord de redorer le blason de l'identité russe au niveau international et améliorer son image vis-à-vis de ses différents partenaires ou bien ses différents acteurs. Ajouté à cela, vous avez un élément qui est très important, c'est la volonté du président Poutine à ne plus considérer que le monde est unipolarisé,
maintenant, il se multipolarise avec l'émergence de plusieurs puissances mondiales qui essayent de titiller la communauté internationale. Il faut même encore qu'on définisse quels sont les pays qui intègrent cette communauté internationale, parce qu'on a tendance ici à voir une exclusion de la Russie qui, ma foi, est là quand même dans les 7 ou 8 grandes puissances mondiales. On nous a appris cela à l'école. Mais comment cela se fait qu'elle n'est pas intégrée dans la communauté internationale? Mais c'est selon la volonté de nos distributeurs de démocratie qui essayent d'identifier ici, en fonction de ce que vous respectez, les principes démocratiques, tel qu'on le médecin te prescrit les comprimés pour soit un paludisme, soit une fièvre. Et vous avez ici, si vous respectez ça, vous êtes aimé, adoré dans la communauté internationale. Ici, la Russie n'est pas adorée, n'est pas vue en bien au niveau de la communauté internationale parce qu'elle n'adhère pas à leur idéologie. Or, ici, vous voyez que la Russie a développé son idéologie qui est propre à sa culture et qu'elle essaye non pas d'imposer aux autres, mais de faire connaître que j'ai mon identité, j'ai ma manière de voir le monde, j'ai ma manière de faire mes relations avec les autres. Il faut juste que vous, de la communauté internationale, vous respectez cela. Et un bon père de famille, qu'elle soit la Russie, soit les États-Unis, on essaye d'établir une relation de bon voisinage pour que le bas peuple qui subit les frasques de nos décisions au niveau de la superstructure, on ne se retrouve plus à se battre, mais à travailler à telle enseigne que le monde connaisse le bonheur, tel qu'on le veut tous. En Occident, on ne fait plus la guerre, mais on sanctionne. Une méthode moins coûteuse qu'une guerre classique. L'Iran, la Corée, pour ne citer que cela, les sanctions sont-elles efficaces? Est-ce que dans ce système économique mondial, il n'y a pas un risque d'effet de boomerang? Oui, mais vous me permettrez d'abord de faire un flashback quant à la question qui me fut posée concernant le cosmopolitisme et mettre en avant ici une certaine loi qui tend au niveau de la Russie, qui tend à développer une certaine russophobie. Parce qu'il y a la loi qui a été votée par la Rada, je crois, qui permet, n'est-ce pas, aux dirigeants ukrainiens de chasser les Russes, ou alors d'interdire l'apprentissage de la langue russe. Tout ça pour montrer que il y a ce climat de pro, et quand il y a pro, il y a anti. Donc tout ça crée ce méli-mélo-là qui n'est pas bon pour une certaine cohésion sociale. Et pour revenir, ayant dit cela, et revenir à votre question sur le fait que l'Europe ne fait plus la guerre, mais elle sanctionne, mais ça c'est à rigoler, c'est juste un constat de journaliste, j'ai envie de dire. Oui, elle ne fait plus la guerre, peut-être dans ses frontières, mais j'ai envie de dire, c'est la créatrice même, c'est la mère des guerres dans le monde. Europe, il faut quand même dire quoi, Europe, quoi, communauté internationale, tous ces pays-là ne sont pas dans la communauté internationale. Oui, si on considère que l'Europe n'est pas la communauté internationale et que l'Europe ne fait plus la guerre, oui, j'ai envie de dire qu'il y a les pays européens qui n'ont pas aspiration à faire la guerre. Mais si eux-mêmes ils restent muets face aux frasques que la communauté internationale, qui s'attribue au fait qu'ils sont européens, déportent les guerres dans les différents regroupements qui existent dans le monde, là oui, ouais, ils font la guerre, mais d'une autre façon. Mais maintenant que la guerre les retrouve sur le vieux continent, on aimerait bien voir leur volonté à résoudre les guerres telles qu'ils nous disent, bien telles qu'ils nous prescrivent, selon les principes démocratiques. C'est ce qui, ma foi, est un peu intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui sur le continent européen. Mais cette guerre-là, elle est menée d'une autre façon. C'est une guerre menée par des sanctions économiques.
Oui, oui, les sanctions économiques, c'est vrai qu'ils ils essayent de ne pas montrer à leur peuple qu'ils utilisent la force militaire pour régler les conflits sur le territoire européen. Mais est-ce que les sanctions économiques sont juste univoques? Que je prends les sanctions économiques contre toi et puis ça va s'appliquer simplement de façon de but en blanc comme ça, sans toutefois avoir un effet boomerang. Là, ce qui se passe aujourd'hui, on voit que les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie portent quelques coups, j'ai envie de dire, sur l'économie russe, mais en soi, l'Europe est dans les think tanks, ça travaille dur pour que l'effet boomerang ne se produise pas. Vous avez l'Allemagne aujourd'hui qui a mis un veto pour qu'on ne mette pas les sanctions sur le gaz, mais pourquoi? Pourquoi? C'est là où ce qui est intéressant dans la géopolitique, on analyse la géographie, c'est-à-dire les interactions entre les humains, le matériel qui existe dans la géographie, et cette influence que ça, ces effets que ça dans les différentes relations internationales ou alors la politique internationale. Mais ici, vous avez l'élément gaz qui permet de montrer que la Russie a une ascendance sur l'Europe, parce qu'elle ne peut rien faire. Vous avez sanctionné les banques qui sont sorties du système SWIFT, vous avez sanctionné, vous chassez comme dans l'époque nazie, les Russes qui ont investi dans votre territoire, pour essayer de les mettre mal à l'aise, pour qu'ils mettent pression sur leur pays d'origine. Est-ce que cela, c'est une solution réfléchie? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, pour la simple raison que on va faire comme le président Abramovich, on vend nos biens et on retourne en Russie. Les sanctions ont été économiques. Le système suisse, la Russie est sortie du système SWIFT. Est-ce que la Russie ne s'est pas préparée puisqu'elle est sous embargo depuis 2014? Oui, bon, déjà, j'ai pas envie de dire que la Russie est sortie, on l'a sortie. Les États-Unis ont fait en sorte que on met la Russie dehors depuis 2014 d'ailleurs. Parce qu'en 2014, les États-Unis, avec l'annexion, entre guillemets, de la Crimée, menacent la Russie de les foutre dehors dans le système, de les couper dans le terme technique, de les couper des transactions financières dans le monde à travers leur éviction du système SWIFT. Mais la Russie, devant cette annonce fracassante, et empreinte de beaucoup de difficultés dans la création ou bien la création d'une atmosphère de paix, a développé un système en parallèle qui lui a permis de se préparer, de mûrir la réflexion et qui, à la venue d'une telle situation, elle saura faire face. Et ce qui a été fait avec la Banque centrale de Russie qui a développé ce système-là, elle l'a mis en place en 2015 et l'a essayé en 2017 et a trouvé un bon partenariat avec la Chine qui a permis à ce qu'à l'heure où je vous parle, il y a au moins 400 entreprises qui fonctionnent. Il y a même les banques allemandes qui travaillent avec ce système-là, la banque du Kurdistan qui est à l'intérieur, la banque indienne qui est à l'intérieur. Il y a un système qui a été développé pour pallier à cette éventualité-là. Donc dans la stratégie, les Russes ont réfléchi à cela et je me demande comment la communauté internationale n'a pas eu cette idée lumineuse qui leur a permis de comprendre que si on sanctionne au niveau SWIFT, la Russie, avec le fait que sa banque elle est indépendante, développera déjà un palliatif. Mais à côté de ça, vous allez remonter dans les années 2000. Il y a la coopération de Shanghai qui est développée depuis les années 2000 qui permet de lire le monde dans une bipolarité à cette époque-là. Maintenant, avec l'intégration de l'Inde, de plusieurs pays à l'intérieur, la Turquie, la Russie, les échanges ont été développés et l'extension même des compétences de cette organisation-là a été développée. Vous avez maintenant une extension au niveau de l'économie. C'est pourquoi aujourd'hui le patron de la diplomatie chinoise estime que les relations qui existent entre la Russie et la Chine, c'est comme un roc bien dur. La Russie perturbe le jeu international en dominant le jeu régional.
quelle est la stratégie politico-économique de M. Poutine? J'ai eu à développer déjà un pan de réponse dans mes développements précédents. C'est, à mon avis, une stratégie qui s'étale depuis la dislocation de l'URSS. J'ai toujours du mal à prononcer ce sigle-là. Et cela revient encore sur 3 éléments que vous me permettrez d'énumérer, parce que c'est un peu important ça. C'est d'abord au niveau, je fouille dans mes notes un peu pour retrouver ça. Voilà, ça repose d'abord sur l'envie de restaurer la dignité du peuple russe, ou alors la volonté de se voir mieux perçu à travers le monde. Il y a aussi l'équilibre de la terreur dans le monde, et maintenant la lutte des civilisations. Quand je l'ai dit, je prends le dernier élément au niveau de la lutte des civilisations. Vous avez aujourd'hui la montée de certaines valeurs dites occidentales qui voudraient se voir imposer dans différents secteurs. C'est pour développer au niveau politique. Ces valeurs-là, en Russie, elles sont combattues. Vous avez l'adoption d'une constitution qui, ma foi, j'ai pas envie de prononcer ça, comme je suis dans une analyse un peu... c'est un peu crucial ça, mais vous voyez même déjà dans la manière de répondre, il y a le choix des mots qu'on fait. Parce que si tu choisis les mots qui tendent à stigmatiser une communauté, et à travers le fait que je dise communauté, vous comprenez bien où je veux aller. Et donc la Russie ne veut pas développer ce genre de valeurs, et dont elle se met dans une certaine orthodoxie qui voudrait ici une confrontation avec la laïcité, les valeurs dites démocratiques qui, ma foi, au niveau de la Russie, n'ont pas cours de cité. Et donc, c'est 2 visions du monde qui trouvent une certaine réponse dans différentes régions au niveau, peut-être si je prends l'exemple de l'Afrique, peut-être ce discours du président Poutine trouve une certaine acceptation dans l'état mental même de l'Africain, parce qu'il adhère fondamentalement à cette logique de protection de la vie humaine, comme le président Poutine a eu à dire dans son discours. Et vous avez dans le discours dit occidental la liberté qui est mise en avant, parce que la liberté de choix, la liberté la liberté est tout simplement avec le concept de laïcité qui brandissent pour permettre à leur État de développer des théories qui, ma foi, aident, entre guillemets, l'humanité. Et donc vous avez cette confrontation-là qui, au niveau politique et économique, politico-économique, essaye de bouleverser le monde. Mais la Russie, c'est d'une manière stratégique développer d'abord, en se basant d'abord sur elle-même, à développer ses valeurs, comme la Chine l'a fait, en développant son identité, en valorisant ses identités, et faciliter son exportation vers d'autres horizons. Mais au niveau maintenant économique, elle a encore de la difficulté, parce que c'est une économie qui a été fortement frappée avec la dislocation de l'URSS, et qui est en volonté de se reconstruire avec le diktat financier, ou bien alors la dictature financière que l'Amérique et ses comparses imposent au niveau à l'ensemble du monde, avec le système SWIFT qu'on a découvert récemment au niveau des sanctions. Vous voyez que c'est un peu complexe de parler de développement même quand vous avez le gendarme qui identifie le niveau de développement que vous devez atteindre. Et donc c'est en cela que la révolte, et moi j'appelle maintenant ça la révolte russe, est une aubaine pour nous, Africains, qui tendons à vouloir se développer. On a là un exemple à tirer et qui permet de tisser des liens stratégiques et techniques
pour qu'on sorte un peu de cette religiosité occidentale dans notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière d'idéaliser même l'autre. Parce qu'on idéalise l'autre en fonction de l'Occident. Pourtant, il y a plusieurs Occidents tels que la Russie nous montre aujourd'hui. Le Conseil de sécurité par rapport aux réalités mondiales n'est-il pas en déphasage avec les réalités du XXIe siècle? Ben, c'est une question d'actualité, c'est vrai. Mais pour nous, Africains, cette question se pose il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, cette question, elle se pose. C'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui, les Européens sont face à leur propre turpitude que nous, on n'a pas posé cette problématique. Mais non, nous on a posé cette problématique. Il y a l'ONU, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale qui, pour moi, les Africains ont posé cette problématique il y a bien longtemps, qu'ils doivent refonder ou bien reformater le système qui a lieu qui habite ces institutions mondiales-là. Mais maintenant, si le président... Vous avez dit Sarkozy, c'est ça? Oui, si le président Sarkozy fait ce constat-là, ben, c'est parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes à leur tragédie qu'ils ont causée dans le monde. Aujourd'hui, l'ONU n'a pas apporté la paix dans aucun conflit dans le monde. Pourtant, sa première mission, c'est consolider la paix, la solidarité des peuples. Mais l'ONU, qu'est-ce qu'elle fout? C'est les mêmes puissances internationales-là aujourd'hui qui, sous le couvert de l'ONU, bombardent d'autres pays, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire. Mais c'est sous le couvert de l'ONU qu'ils font cela. Aujourd'hui, s'ils constatent que l'ONU n'apporte pas satisfaction, c'est à eux-mêmes de revoir leur logique même. Quelle est la logique que ces pays de la communauté internationale posent sur l'institution qu'est l'ONU? C'est ces impuissants, ceux qui ont le droit de veto dans l'ONU. Là, vous voyez que c'est une bataille de puissance là-bas. Quand vous avez une résolution qui doit passer, il suffit juste que, ben, comme aujourd'hui c'est le problème de l'Ukraine qui est mis en avant, vous avez juste la Chine qui fait abstention. Et la Russie dit que non, moi je ne me reconnais pas dans vos trucs là qui ne me concernent pas. Hein. Donc ça ne me regarde pas. Vous avez maintenant la pléthore des pays africains qui ne sont que là de faire valoir, qui vont venir voter. Et ceux maintenant, à travers leur vote, créent une certaine animosité, soit en défaveur de la personne qui est en difficulté, du pays en difficulté, soit en faveur du pays dont la résolution tend à vouloir opprimer l'autre. Mais ici maintenant, vous avez une certaine dignité africaine, parce que moi je vais parler en tant qu'Africain, une certaine dignité africaine qui est en train de se construire. Et certains pays en Afrique ont compris les enjeux, ils comprennent les orientations géopolitiques que le monde tend à nous montrer aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez beaucoup de... J'ai découvert ça avec beaucoup de stupéfaction. Je ne vote pas, je ne m'abstiens pas. Et donc pour moi, ça c'est une nouveauté au niveau international qui, ma foi, va faire longue date au niveau de l'ONU. Et donc c'est comme ça que cette institution-là va mourir de sa propre mort parce qu'elle n'apporte pas la paix ou bien alors ses objectifs qu'elle se vise, pour moi, elle ne les remplit plus. Elle ne les a jamais remplis de toute façon. Et là en Centrafrique, ça fait quoi, une vingtaine d'années. Elle est au Mali, MINUSMA, elle n'a pas porté la paix, on les chasse maintenant. Elle est, je ne sais pas moi où, en Afghanistan, je ne sais pas. Il y a la guerre partout. Il y a la guerre partout, mais c'est les mêmes institutions depuis les années 45 qui sont là, les 5 puissances qui sont là. C'est eux qui gouvernent le monde, mais la guerre est partout. Pourquoi ça se fait? C'est pourquoi la révolte de la Russie aujourd'hui apporte un chamboulement au niveau des relations internationales que les Africains doivent tirer parti et, ma foi, avec une certaine analyse précise, tirer les maillons de tout ce qui se passe. Chine-Russie, une alliance qui fait bouger les lignes mondiales. Est-ce que cette alliance pourrait réorganiser l'ordre mondial établi? L'ordre mondial établi a été réorganisé il y a belle lurette. Il suffisait juste que les éléments travaillés en back-office se mettent en lumière pour que le peuple qui doit consommer ces éléments-là soit au fait de ce qui se tramait dans les officines. Vous avez aujourd'hui le système SWIFT comme en avant qui pourrait permettre d'annihiler de fond en comble
l'évasion fiscale ou alors la corruption à grande échelle. Aujourd'hui, c'est mis en avant pour traquer ou bien matraquer tout un pays. C'est montrer à quel point nos souverainetés, la souveraineté des États même est réduite entre les mains d'une communauté internationale que je ne sais pas qui a voté, ou alors pourquoi elle a prégnance sur la vie ou le devenir des pays. Mais maintenant, la Chine qui vient avec la Russie, l'Inde et tout ce beau monde qui aspire à voir leur pays se développer, ben c'est normal que le monde bouge et puis les anciennes puissances coloniales se rendent compte que nous aussi qui avons été mis sous exploitation, j'ai envie de dire, on se retrouve sur la table pour parler d'égal à égal. C'est pourquoi j'interpelle une fois de plus nos intellectuels qui, ma foi, doivent mettre en application les enseignements qui nous ont prodigués, nous, moi, parce que je parle ici, parce que j'ai reçu les enseignements des professeurs tels que Foguet, qui m'a enseigné la géopolitique à l'université de Yaoundé 2. Et c'est en cela que, si on applique cela, eux-mêmes, ils sont conscients de ce qu'ils nous ont prodigué comme enseignement et qu'ils les appliquent. Moi, je pense que l'Afrique, aujourd'hui, avec la panoplie des intellectuels qu'elle regorge, sortira vainqueur de tout ce qui se passe. Mais maintenant, vous avez le jeu des intérêts qu'il faut aussi mettre en lumière pour voir que, aujourd'hui, si vous avez, on parlait d'éléments de la pauvreté, si vous avez un élément qui vit dans un environnement de pauvreté et qu'il se retrouve à gérer des budgets je ne sais pas moi à quelle hauteur, se retrouve non plus à penser au développement de la contrée, mais à penser à comment mettre sa famille hors de l'abri, hors de l'abri du besoin et tout ce tralala. Donc c'est pourquoi il y a, ma foi, une volonté de chacun à donner du sien, à se sacrifier comme les Occidentaux se sont sacrifiés sur notre corps pour mieux développer notre continent. Sinon, je pense qu'on sera toujours là à vouloir venir en Europe étudier et à travailler en Europe, pas à vouloir venir étudier et rentrer développer nos contrées, parce que le système mis en place par nos intellectuels qui ont étudié dans les contrées telles qu'ici refuse justement de l'implémenter. Si vous me permettrez maintenant cette digression-là avec le phénomène qui se passe au Cameroun aujourd'hui des enseignants qui sont là sans salaire, sans rien du tout pendant 10 ans. Pourtant, vous avez des technocrates à la tête des institutions qui gèrent cela. Vous voyez en cela, est-ce qu'un tel problème peut se poser en Occident? Non, mais maintenant, on fait une analyse systémique, vous comprendrez que c'est pas du fait de nos États. Si je prends seulement le cas du Cameroun, c'est pas simplement du fait de nos États, c'est aussi du fait de l'ensemble, de quelques éléments qui ne permettent pas de penser réellement nos États. Vous avez la prégnance du franc CFA que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas encore à dire à nos étudiants ou alors à nos élèves que le franc CFA est un frein au développement. Vous voyez que aujourd'hui ils sont dans la rue. Comment faire? Vous avez la Russie aujourd'hui qui, la simple menace de Biden, ils ont développé un système. C'était pas Biden, c'était je crois Donald Trump. Ils ont développé un système en parallèle à celui de SWIFT. Aujourd'hui, si nous on nous menace de nous sortir du système SWIFT, qu'est-ce qu'on fait? Non, l'Africain il est mort. Il est mort, il est simplement mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une pensée stratégique. On ne pense pas que moi je suis là à une position stratégique, que je travaille pour que mes efforts soient récompensés pour les générations futures. Mais on est juste là pour, je ne sais pas moi, satisfaire la métropole. Regardez aujourd'hui, ça c'est des parallèles qui permettent de montrer que le monde aujourd'hui, si on ne pense pas que le monde est multipolarisé, on fait fausse route. Regardez aujourd'hui la présidence en Russie, vous me permettez cette digression-là pour montrer justement à quel point on doit réfléchir. Est-ce que les futurs candidats, quelle est la direction qu'ils prennent? Ils ne vont pas aux États-Unis, ils ne vont pas en Chine, ils ne vont pas en Russie, ils ne vont pas, je ne sais pas moi où dans le monde.
ils prennent la direction de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la direction de l'Afrique? Si on se pose la question et si on comprend que ils choisissent même d'abord les États avec lesquels ils ont un fort, une certaine affinité naturelle. Vous avez le Sénégal, Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez, c'est pas moi, même un Zemmour a une certaine affinité avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez à quel point nos États refusent de se hisser dans le développement ou bien alors à la hauteur de ce que le monde nous attend de nous, tout simplement parce qu'on veut satisfaire les intérêts égoïstes. Ma foi, c'est un peu cela qui nous crée des difficultés et qui, si cela continue, on va rater l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui avec les événements qui se passent en Russie. Parce qu'aujourd'hui, le monde, si on le lit encore sur le prisme de l'idéologie américaine, avec... ça serait un peu long, mais c'est des ramifications qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Vous avez Woodrow Wilson, le président américain dans les années 40, là, il a développé ce qu'on appelle l'américanisation du monde. Et cette américanisation du monde s'étend sur toute la philosophie politique des États-Unis. C'est quoi américaniser le monde? C'est de transporter la culture américaine et de l'imposer dans différentes cultures à travers le monde. Et c'est quoi la culture américaine? Aujourd'hui, on nous parle de démocratie, de liberté, de valeurs, porter des valeurs transsexuelles, transgenres, LGBT. Voilà les valeurs que l'Amérique développe à travers le monde aujourd'hui. Mais l'américanisation du monde, c'est aussi sur le plan économique. On se projette dans le monde. Regardez le monde non pas comme une fin, mais comme un profit. Le monde m'appartient, moi. Et c'est moi qui définis ce qui est bien pour toi, à ta place. Comment être une superpuissance, dominer le monde. Comment ne pas être dépendant des autres à travers le fait que c'est le professeur, pas le professeur, Michel Colomb qui a développé cela dans son livre, a développé un accaparement des richesses à travers le monde qui, ma foi, vous voyez cela à travers le développement de leur base militaire parce qu'ils veulent contrôler les espaces stratégiques. Et c'est pourquoi la Russie aujourd'hui, la Chine sont des pans dépendants qui permettent d'équilibrer la terreur. Et c'est pourquoi nous, Africains, quand on regarde cela, dans ce jeu de puissants-là, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on reste là à admirer ou alors à développer des palliatifs qui permettraient à se hisser aussi en puissance montante, comme l'Inde l'a fait? Le monde est devenu multipolaire, le monde a changé. Il faudrait soigner les souffrances du monde pour construire un nouvel ordre de paix. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. À très bientôt.